Bonjour à tous. Bonjour chers adhérents, c'est une grande première pour nous, pour le Cosmos. Vous allez voir, on est un petit peu nerveux, mais tout va bien se passer. Ravi de vous accueillir dans ce premier webinaire animé par le Cosmos. Et on va parler aujourd'hui de la réforme de la formation professionnelle, un an après. Quelles sont les perspectives, quel est le premier bilan et quelles sont les questions que vous allez vous poser. Alors, je lis ma petite liste juste pour bien vérifier que je vous dis tout ce que j'ai à vous dire. Premier point, pour nous entendre, vous avez un haut-parleur qui doit être vert sur votre écran et vous devez régler, si vous voulez bien nous entendre, avec la petite flèche et le menu déroulant, le son pour qu'il soit optimal pour vous. Ensuite, vous allez pouvoir, pendant cette session, d'un peu moins d'1 heure, nous poser des questions qui s'afficheront sur l'écran et auxquelles on pourra répondre, et nous avons prévu de vous y répondre en fin de présentation. On ne pourra peut-être pas répondre à toutes les questions, donc c'est les questions auxquelles on ne pourra pas répondre. On vous incitera à les poser sur notre site, le Cosmos, ou alors aller chercher l'information sur ce site www.cosmos.asso.fr. Ensuite, le support que nous allons vous dérouler avec mon collègue que je vais présenter dans quelques instants vous sera envoyé à tous les adhérents qui se sont inscrits en ligne. Donc nous avons une liste précise et donc nous vous enverrons ce support dans les prochaines heures. Pour conclure cette introduction technique, l'émission qui est enregistrée aujourd'hui sera diffusée sur notre site dans les prochains jours. Vous aurez un lien, vous pourrez cliquer et ce sera sur la chaîne YouTube du Cosmos. Voilà, je vous ai dit l'essentiel des moments techniques, donc je vais me présenter. Je suis, je vais avancer le slide, je suis Laurent Martini, le délégué général du Cosmos, et puis à ma droite, il y a Romain Viéville, qui est le responsable emploi formation. Pour démarrer cette session, je vais vous présenter en quelques mots le Cosmos, puis ensuite nous entrerons avec Romain directement dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que le Cosmos ? Le Cosmos, c'est la première organisation patronale du sport, l'organisation de référence, qui défend les employeurs du sport et qui les accompagne dans toutes les fonctions RH que vous pouvez mettre en œuvre au quotidien sur le terrain. C'est à date plus de 4000 adhérents, personnes morales, et on représente plus de 50 000 salariés. Et dans la mesure de la représentativité qui décide de ce qu'on pèse dans une branche, c'est aujourd'hui 97,5% de la représentativité. Il y a une deuxième organisation patronale qui est le CNEA. Mais c'est bien nous, le Cosmos, vous, adhérents, qui pesons dans le dialogue social au niveau de la branche. Il y a 3 collèges, je le rappelle, mais je pense que la plupart d'entre vous le savez. Il y a le sport associatif, l'ensemble des fédérations sous la houlette du Comité national olympique et sportif français. À noter que le comité d'organisation de Paris 2024 est aussi adhérent. Nous avons le sport professionnel. L'ensemble des unions de clubs professionnels sont adhérentes chez nous, de tous les sports collectifs majeurs, mais y compris, il y a également le cyclisme professionnel qui est adhérent chez nous. Et enfin, nous avons des entreprises du secteur marchand et récréatif, avec un certain nombre d'entreprises que vous connaissez, Amaury Sport Organisation, l'Automobile Club de l'Ouest, des clubs de fitness, des clubs de plongée, Vert Marine, et aussi Soccer 5 qui loue des équipements, qui met à disposition des équipements pour faire du football. Notre rôle, je pense que vous le connaissez aussi, mais je vous dis quelques mots, c'est bien sûr vous accompagner au quotidien pour vous apporter un service juridique clé en main, via le téléphone, quand vous nous appelez, ou via la plateforme en ligne, notre site. Vous posez des questions, on essaie d'y répondre. On vous informe et on vous forme au moyen de newsletters et également des formations spécifiques auxquelles vous vous inscrivez et qu'on met en place avec nos équipes sur toutes les questions liées au droit social, mais pas que, à la formation professionnelle, au contenu de la convention collective et puis aux URSSAF. On cherche également, et de plus en plus, d'où cette émission aussi aujourd'hui, à faire entendre la voix des employeurs du sport. Et donc, on négocie, on organise du lobby auprès des pouvoirs publics. Et d'ailleurs, nous allons entamer une nouvelle phase de ce lobby dans les prochaines semaines, étant donné que nous sommes associés, le Cosmos, au groupe de travail qui va préparer la loi sport, qui sera votée en première lecture, on l'espère, au printemps prochain devant le Parlement. Et enfin, on est un acteur de la formation et de la certification, avec vous accompagner dans la recherche de financement, vous et l'ensemble de la branche, et puis de la certification. On est également membre de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation. Voilà en quelques mots cette présentation du Cosmos. Voilà, ce petit schéma que vous avez sous les yeux vous rappelle un petit peu comment est-ce qu'on fonctionne. On a une assemblée générale dont l'ensemble de nos adhérents font partie. Les 3 collèges dont je vous ai parlé il y a quelques instants.
un conseil national qui équivaut ailleurs à un conseil d'administration avec une trentaine de membres élus pour 4 ans. Je précise que ce sont des personnes morales. Exemple, une fédération peut être présente dans ce conseil national. Et on est élu pour 4 ans. Nous allons avoir le 4 décembre un temps fort dans notre vie associative et démocratique parce qu'on va réélire ce conseil national qui ensuite réélira un président ou une présidente pour les 4 ans à venir. Et on a un bureau national de 11 membres qui représente les 3 collèges qui se réunit régulièrement pour prendre les décisions au quotidien. Voilà ce que je voulais vous dire sur le Cosmos. Évidemment, la présentation pourrait être plus détaillée, mais ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Donc, je vais passer la parole à mon camarade de jeu professionnel, Romain Viéville, qui est le responsable emploi-formation du Cosmos, et qui va vous dire, en partant de la branche, et va essayer avec vous de faire le point sur la réforme de la formation professionnelle. On va à dessein essayer de ne pas être trop technique, vous donner les grands principes, et vous pourrez revenir vers nous, comme je vous l'ai dit, avec des questions ou nous interroger par la suite. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de compliqué, donc on va essayer d'avoir une analyse systémique pour que vous puissiez nous suivre et faire un premier bilan. Romain, je te passe la parole et c'est à toi. Merci Laurent. Donc, on va commencer par dresser un portrait rapide de la branche. Juste avant, je voulais quand même rappeler que ce webinaire s'inscrit dans un ensemble d'opérations qu'on a commencé à mener, avec l'idée donc d'être au plus près des adhérents, de ne plus être centré uniquement sur Paris. Et ça s'est concrétisé notamment par une tournée des régions organisée avec l'AFDAS, avec 2 premières dates qui ont eu lieu la semaine dernière à Lyon, puis à Aix-en-Provence. Et on s'engage à poursuivre cette tournée. On a une date à Lille prévue en 2019, puis en 2020, évidemment, dans les régions que nous n'aurons pas encore investies, nous allons organiser différentes dates pour que vous puissiez bénéficier de ces informations importantes et complexes sur la réforme de la formation professionnelle et, si ce n'est pas encore fait, de rencontrer vos interlocuteurs de l'AFDAS, donc le nouvel opérateur de compétences de la branche. Je rebondis, et Romain a tout à fait raison. C'est vrai que c'est l'un de nos objectifs. Alors bien sûr, on est une grande marque, petite entreprise, mais c'est d'aller au contact. Et c'est pour ça qu'on utilise, on remercie Quorum d'ailleurs, qui nous accompagne aujourd'hui, mais on essaye au plus près de vous parler pour dans les territoires, vous apporter au mieux de nos moyens l'information dont vous avez besoin pour fonctionner au quotidien. Voilà, donc avant de rentrer dans le vif du sujet de la réforme, l'idée c'est de vous dresser, on a fait une petite présentation rapide du Cosmos, l'idée c'est de faire aussi un portrait synthétique de notre branche du sport, qui, comme vous le voyez, est composée d'environ 23 000 structures. Les données qui sont présentées ici datent de 2017, ce sont les dernières données consolidées. On a depuis un petit peu augmenté, c'est pour ça qu'on est plus autour de 23 500 aujourd'hui. Mais vous remarquerez que la grande spécificité, c'est que 90%, voire 95% de ces structures sont des structures de petite taille, pour la plupart associatives et dirigées par des dirigeants qui sont bénévoles. Par ailleurs, nous avons une branche qui est composée d'environ 138 000 salariés, 160 000 postes, c'est-à-dire que vous avez des salariés qui cumulent plusieurs emplois, avec des contrats courts, régulièrement, des emplois saisonniers, des problématiques de reconversion qui sont rencontrées dans notre branche, que ce soit pour des sportifs, entraîneurs professionnels, mais également pour des éducateurs sportifs. L'existence également d'un métier réglementé d'éducateur sportif, et pourtant l'absence de formation initiale, ce qui fait que la branche est extrêmement consommatrice en formation, puisque nos salariés se forment pour la plupart dans le cadre de la formation continue. Donc la branche du sport est historiquement très consommatrice, puisque 60% de nos emplois sont des emplois justement d'éducateurs sportifs, métiers réglementés. Et comme vous le dit Romain là, vous voyez 23 000 structures, un peu plus. Et je vous disais tout à l'heure, aux alentours de 5 000 adhérents, on voit qu'on a du chemin encore à faire pour se faire connaître auprès de l'ensemble des employeurs, parce que plus on sera nombreux, plus on sera puissant, et plus on sera représenté, et plus on sera écouté par les pouvoirs publics ou par nos partenaires dans la négociation sociale, c'est-à-dire les organisations syndicales de salariés. Alors, la genèse de cette réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage, qui s'est concrétisée par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 4 septembre 2018, l'idée forte du gouvernement, c'était de placer l'individu finalement au centre du dispositif. De la construction de son projet, on le verra à travers le conseil en évolution professionnelle, qui va lui permettre d'identifier ses besoins, d'identifier ses compétences, et de se faire accompagner pour aller chercher les formations ad hoc pour épouser la profession qu'il souhaite. Donc, de la construction de son projet à la formation, à travers un compte personnel de formation qui est renforcé, et avec la liberté pour l'individu, salarié ou non, d'aller chercher la formation de son choix,
On y reviendra également à travers un système qui est simplifié, une application qui est disponible sur tous les supports numériques. Et le gouvernement, d'ailleurs, a communiqué ces derniers jours sur cette nouvelle application qui est censée accompagner chaque salarié tout au long de sa carrière. Voilà, application qui sera mise en ligne à compter a priori du 21 novembre prochain. C'est ça. Accompagner aussi jusqu'à l'emploi, et on le voit à travers les mesures de simplification de l'apprentissage, avec une formation, des coûts pédagogiques qui sont 100% pris en charge par l'opérateur de compétences, et donc la possibilité pour un apprenti de mettre le pied à l'étrier, et puis possiblement derrière de concrétiser cette démarche à travers un emploi. Donc vraiment un accompagnement de l'individu, et surtout l'individu placé au centre et responsabilisé. À côté de ça, on voit également un renforcement de l'investissement des entreprises. Pourquoi? Parce que les contributions, et on y reviendra tout à l'heure, qui sont versées désormais par les entreprises de la branche du sport, mais de tout champ, vont être pour une certaine part fléchées vers les demandeurs d'emploi, avec moins de financement possible pour les salariés, ce qui incite notamment les plus grosses structures, et notamment celles de plus de 50, à investir et à financer la formation de leurs salariés. C'est-à-dire qu'elles peuvent avoir la sensation que dans ce qui est collecté, elles peuvent avoir un retour inférieur avec ce qu'elles avaient avant. Absolument. Pour atténuer cette impression, la branche du sport a mis en place par ailleurs un complément qui est une contribution versée à la demande des partenaires sociaux et qui va nous permettre, nous, partenaires sociaux, de mettre en place des dispositifs alternatifs et complémentaires aux dispositifs qui sont mis en place par la loi et que nous ouvrons d'ores et déjà à toutes les structures et notamment aux structures de plus de 50 pour permettre un retour sur investissement. Mais effectivement, l'idée, encore une fois, de la réforme, c'est l'individu au centre et on responsabilise les entreprises et on les incite à cofinancer et à accompagner leurs salariés dans la formation. C'est presque une révolution, enfin, on dit réforme, mais c'est presque une révolution. Alors Muriel Pénicaud a même parlé effectivement de Big Bang de la formation professionnelle. On va voir effectivement que ce n'est pas une réforme anodine et qu'elle a des impacts sur énormément de choses. Effectivement, c'est la slide suivante, Laurent. Je change, Romain. 4 principales évolutions engendrées par cette réforme. On peut évoquer d'abord la modification du système de financement. Alors, cette modification n'a pas d'impact sur les montants qui seront à verser par les structures. En revanche, le collecteur, à terme, est amené à être modifié, puisque ce seront les URSSAF, on y reviendra. Les gestionnaires de ces contributions seront de plusieurs ordres. On va également le voir, alors qu'auparavant, c'était quasiment uniquement les OPCA, opérateurs paritaires collecteurs agréés, qui géraient les fonds de la formation professionnelle. On verra que demain, il y aura une multitude d'acteurs et de gestionnaires de ces financements. Et puis, à terme, également, des modalités de versement de ces contributions qui sont amenées à évoluer. Donc voilà, ça c'est une première grande évolution, ça porte sur le système de financement. On a également une évolution des dispositifs de formation, avec la transformation de certains de ces dispositifs, le contrat de professionnalisation, le plan de formation qui migre en plan de développement des compétences avec des règles un peu différentes, la suppression de certains dispositifs, comme le CIF, comme la période de professionnalisation, et la création de nouveaux droits et de nouveaux dispositifs, comme par exemple PROA, la promotion ou reconversion par alternance, qui est un dispositif donc, alternance qui est spécifique et fléché pour les salariés. Donc on va évidemment revenir sur toutes ces évolutions et sur tous ces dispositifs. Mais rien qu'en t'écoutant là en quelques instants, on mesure bien, hein, c'est pour ça qu'on fait attention à ce qu'on essaye de vous communiquer aujourd'hui. On voit bien que le dispositif est complexe et que ça nécessite effectivement d'y consacrer un peu de temps pour pouvoir s'y retrouver. Pardon, je te rends la fréquence, cher Romain. Autre révolution, elle porte sur la gouvernance et sur les acteurs qui vont désormais être vos interlocuteurs. Alors, ce ne seront pas tous vos interlocuteurs. Votre interlocuteur principal sera l'opérateur de compétences, instance qui a remplacé l'OPCA. Donc ça, évidemment, on va faire un petit focus tout à l'heure dessus. Mais également, alors vous n'aurez pas de lien particulier avec lui, mais France Compétences, qui est le nouveau grand Manitou de la formation, qui remplace 4 anciennes instances et qui a vocation à vraiment gérer de façon macro tout ce qui concerne la formation, les systèmes de formation, les financements. Et donc, c'est vraiment un interlocuteur très important, notamment pour les branches et les partenaires sociaux, puisque c'est également lui qui a maintenant la main sur la création des diplômes. Et vous savez que la branche du sport a la particularité d'être une branche qui est très proactive en termes de création de diplômes, avec 40 CQP. Auparavant, notre interlocuteur était la CNCP, Commission nationale de la certification professionnelle. Désormais,
c'est France Compétences qui va avoir ce rôle de réguler la création et le renouvellement des diplômes. Donc, nouveaux acteurs, nouveaux financements, nouveaux dispositifs, et enfin, un focus quand même particulier sur la refonte du système d'apprentissage, qui est, c'est la volonté du gouvernement, simplifier, que ce soit en termes d'aide apportée aux employeurs, puisqu'avant, il y avait 1, 2, 3, 4, 5 possibilités d'aide, et c'était assez complexe. Désormais, une aide unique qui est beaucoup plus claire, une simplification de la gestion et un dépôt maintenant très simplifié du contrat d'apprentissage auprès de l'opérateur de compétences, et puis une simplification également du contrat avec des libertés qui sont permises et qui étaient auparavant, qui n'étaient pas permises par l'ancien système juridique. Donc évidemment, tout ça, on va revenir dessus. Et donc je propose de commencer par cette modification des systèmes de financement, donc un système de financement rénové. Jusqu'à présent, vous aviez 2 contributions à verser à l'OPCA, puis désormais depuis le 1er avril 2019 à l'OPCO. Désormais, nous allons parler de contribution unique, qui sera à terme, puisque ce n'est pas encore le cas, versée aux URSSAF. L'idée était de verser ces contributions à compter du 1er janvier 2021. A priori, il semblerait qu'il y ait un peu de friture sur la ligne. Un peu de friture sur la ligne. On parle plus aujourd'hui de 2022. Pourquoi pas de 2023 ? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à terme, c'est effectivement cet organisme qui sera le collecteur de la contribution dite unique, puisqu'elle regroupe la contribution à la formation professionnelle et la taxe d'apprentissage. Dans la période transitoire, ce sont les opérateurs de compétences, les OPCO, qui vont assurer la collecte de cette contribution. Donc l'année prochaine, en 2020, c'est notre nouvelle OPCO, l'AFDAS, Absolument, qui va assurer cette collecte dans les délais qui étaient habituels. Alors, oui et non, parce que les délais habituels, ça va concerner les structures de moins de 11 salariés, pour qui il n'y aura pas de changement jusqu'à collecte de l'URSSAF. C'est effectivement un versement de la contribution avant le 28 février, pour le coup, en 2020, si je ne dis pas de bêtises, avant le 29 février, petite subtilité l'année prochaine. Avant le 29 février, pour les structures de plus de 11 salariés, et on parle de paiement échelonné, avec un premier paiement qui a déjà eu lieu pour cette année 2020, dès septembre 2019, et qui va être effectivement consolidé par un versement complémentaire d'ici au 29 février 2020. Ces mêmes structures de plus de 11 vont d'ailleurs, dans cette période entre le 1er janvier et le 29 février, également commencer à contribuer à l'année 2021 en versant aussi là un premier acompte sur la contribution. Donc ce sont pour les structures de plus de 11 salariés des versements échelonnés dans le temps. On ne va pas rentrer dans le détail de cet échelonnement ce matin. Par contre, évidemment, vous pouvez retrouver ces informations sur notre site sur demande, et on peut effectivement vous envoyer également, si vous êtes concerné, ces paiements échelonnés, d'autant qu'il y a encore eu des modifications assez récentes sur les moments du paiement de cette contribution. J'avance, Romain ? Non. Pas encore. Merci Laurent. La contribution unique, je vous ai évoqué tout à l'heure son montant qui reste inchangé. Vous avez plusieurs cas de figure, 4 cas de figure exactement. Que vous soyez de plus de 11 ou de moins de 11 salariés, le montant de la contribution est différent, et surtout que vous soyez ou non exonéré de la part apprentissage de cette contribution. Donc je ne vais pas les citer, vous avez ce petit tableau qui selon votre situation, vous indique le montant de votre contribution à la formation professionnelle et à l'apprentissage. À ce montant s'ajoutent des contributions qu'on va appeler additionnelles, qui sont finalement des contributions classiques qui étaient déjà versées auparavant dans l'ancien système. C'est le 1% CDD. Ça ne concerne pas, petite subtilité, c'est notamment une démarche du Cosmos qui a permis d'évacuer cette question. Ça ne concerne pas les CDD spécifiques de sportifs ou entraîneurs professionnels. Vous avez la contribution supplémentaire à l'apprentissage, CSA. Ça concerne les structures de plus de 250 salariés qui n'auraient pas embauché assez d'apprentis au sens de la loi. Et enfin, ce que je vais vous évoquer tout à l'heure et ce sur quoi nous allons revenir juste après, la contribution dite conventionnelle, parce qu'elle est issue de la Convention collective nationale du sport, elle est appelée par les partenaires sociaux et elle est décidée par les partenaires sociaux. Le Cosmos, le CNEA côté patronal et côté salarié, la CGT, la CFDT et la FNAS, qui est donc le syndicat représentatif des sportifs professionnels. Voilà, et donc maintenant, je peux avancer.
Alors, vous voyez, j'en profite pendant que Romain s'hydrate. On voit bien, hein, réforme à plusieurs niveaux, et y compris sur le financement. Donc oui, c'est une vraie question de techniciens. C'est pas pour rien que dans les entreprises qui ont des moyens et qui ont un certain nombre de salariés, on a des collaborateurs dédiés à la formation professionnelle. Mais voilà, donc on va essayer de vous apporter ces outils-là. Et maintenant, on continue, hein, sur les montants des contributions conventionnelles. Voilà, donc nous avons évoqué juste avant les contributions dites légales. Je viens de vous le dire, les partenaires sociaux ont fait le choix d'appeler une contribution complémentaire et supplémentaire. Pourquoi ce choix? Parce que on a identifié, je vous le disais tout à l'heure, que nous avons des très forts besoins en formation dans notre branche, métier réglementé d'éducateur sportif avec 60% des emplois, absence de formation initiale, et donc nécessité de développer la formation continue. On a considéré, en tant que partenaires sociaux, que les dispositifs légaux n'étaient pas suffisants pour prendre en compte nos besoins, en termes donc de masse financière, mais également nos spécificités. Parce que l'intérêt de mettre en place une telle contribution, c'est que c'est la branche, les partenaires sociaux, qui vont mettre en place les dispositifs qu'ils décident et qui sont spécifiques aux besoins identifiés. Quelques exemples. On a évoqué tout à l'heure l'existence de nombreuses structures de petite taille, pour la plupart associatives. Nous avons souhaité, ça a été là aussi porté par le Cosmos, mettre en place une enveloppe de financement à destination des dirigeants bénévoles. Oui. Nous avons l'existence de sportifs et entraîneurs professionnels, environ 7000, avec des problématiques évidemment de reconversion. Nous avons souhaité sanctuariser une enveloppe à destination de ces publics. C'est en gros un conseil, comme un conseil en évolution professionnelle, mais fléché et adapté aux sportifs professionnels. Pardon Romain, c'est une des particularités de la branche qu'on doit toutes et tous avoir en tête. D'abord, c'est une branche récente, hein, convention collective n'a même pas 15 ans, et c'est une branche qui a toujours voulu garder son unité, mais sur des métiers très différents. D'ailleurs, notre composition, on la voit, hein, on a des associations, donc des représentants, des organes déconcentrés ou décentralisés de fédérations, avec des dirigeants bénévoles. Je fais simple, hein, c'est plus compliqué que ça. On a du sport professionnel, avec certains avec beaucoup de moyens, d'autres avec peu, et après on a des entreprises privées marchandes. Mais c'est une volonté, avec donc des situations professionnelles très différentes et des modèles économiques très différents. C'est toujours été une volonté de tous les partenaires sociaux de préserver cette unité du sport et de mettre en place des dispositifs qui sont adaptés à chaque structure et à chaque métier. Absolument. Dans les spécificités, mais tu viens de l'évoquer Laurent, c'est l'existence aussi de nombreux réseaux de fédérations, notamment, mais pas que, de ligues régionales, de comités départementaux, avec des structures qui leur sont affiliées. Et l'idée donc de proposer une enveloppe qu'on appelle action collective, j'y reviendrai après, mais c'est un réseau qui souhaite harmoniser par exemple ses pratiques ou qui a identifié des besoins auprès de ces structures, qui va proposer une action de formation qui sera clé en main pour les employeurs qui envoient leurs salariés ou leurs dirigeants bénévoles à cette action. Donc une enveloppe action collective pour prendre en compte l'existence de ces nombreux réseaux dans la branche. Et pour terminer, on y reviendra encore une fois après, l'idée de pouvoir également financer des formations pour les structures de plus de 50, puisqu'on l'a vu, je l'ai évoqué rapidement, ces structures vont bénéficier de beaucoup moins de financement, de la part notamment des opérateurs de compétences, dans le cadre du plan de développement des compétences qui remplace le plan de formation, puisque ces financements sont désormais sanctuarisés et fléchés uniquement auprès des structures de moins de 50. Vous le voyez, les contributions, leur montant est dégressif en fonction de la taille de la structure. Alors, ça quand on est à voilà. moins de 11 salariés, on part de 1,07, pardon, et jusqu'à plus de 300 salariés, on a 0,12. Absolument. Pourquoi? Parce que on a identifié que sur la base de bilan avec nos anciens opérateurs OPCA, pour le coup, alors, dans l'ancien temps, AGFOS, PME, puis Uniformation, que les structures vraiment les plus consommatrices en matière de formation étaient les toutes petites structures de moins de 11. Pour autant, effectivement, les montants versés par les grosses structures sont un peu moins importants. En masse, ce n'est pas exactement la réalité, puisque ces structures de plus de 50 salariés, qui sont très peu nombreuses dans la branche, environ 300, versent 40% de l'intégralité de la collecte. Et elles ne reçoivent que 20% des financements et des engagements. Donc il y a bien une mutualisation qui marche à plein et au profit des petites structures de la branche, quand bien même les montants qui sont indiqués ici pourraient laisser croire le contraire. Donc il y a aussi mutualisation, je te complète, aussi une forme de solidarité, Absolument. Entre guillemets, du gros avec le petit. J'avance? Oui. Alors, on va s'attarder un petit peu sacré schéma. Voilà, sur ce schéma qui paraît un peu barbare, un peu complexe, mais qui est finalement la très bonne synthèse de l'ensemble de la réforme.
Ça nous explique ce qu'on a commencé à évoquer. La première chose, c'est que les employeurs ont leur contribution unique à verser aux URSSAF à terme, qui a priori, normalement, à compter de janvier 2022. Les URSSAF vont reverser ces contributions au grand ordonnateur de la formation que nous avons également évoqué, France Compétences. France Compétences va avoir pour mission d'opérer une péréquation entre les différents financeurs de la formation et les différents acteurs. En fait, selon le type de public ou le type de dispositif, ce ne sera pas le même interlocuteur et ce ne sera pas le même acteur qui sera en charge de la gestion du dispositif. Donc France Compétences va d'abord reverser une part de la contribution versée par les employeurs aux OPCO, opérateurs de compétences. Cette contribution va concerner les structures de moins de 50 pour le plan de développement des compétences, tous les dispositifs d'alternance, contrat de pro, contrat d'apprentissage et dispositifs de promotion ou reconversion par alternance PROA, et également les contributions conventionnelles. Donc l'opérateur de compétences va gérer les financements et va être votre interlocuteur pour tout ce qui concerne les formations qui ont lieu dans le cadre du plan de développement des compétences, de l'alternance et les dispositifs mis en place par la branche du sport. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les CEPIR. Alors finalement, le nom qui était finalement pas forcément très bien choisi à évoluer, ce serait les commissions transition professionnelle, a priori. Ces commissions vont avoir vocation à gérer le CPF, compte personnel de formation, mais sur son aspect transition professionnelle. On y reviendra tout à l'heure. Vous aurez plusieurs types de CPF. Le CPF autonome classique, géré par le salarié. Le CPF qu'on appelle co-construit, avec un cofinancement possible de l'employeur. Et ce fameux CPF de transition professionnelle, qui a vocation à permettre la reconversion des salariés, et donc de financer des formations qui seraient longues, coûteuses, pour le coup, qui ne vont rien coûter à l'individu qui va souhaiter suivre une formation dans le cadre de ce dispositif. Mais c'est un dispositif important qui remplace et qui a vocation à remplacer les anciens CIF, congés individuels de formation. Voilà, donc un nouvel acteur, CEPIR ou Commission Transition Pro, pour gérer le CPF de transition professionnelle. Les régions de France, on continue à balayer en bas le petit tableau. Les régions de France ont moins la main sur les financements de la formation. Vous savez qu'auparavant, c'était l'interlocuteur privilégié, en tout cas les gestionnaires de tout ce qui concerne l'apprentissage. C'est moins le cas aujourd'hui, puisque c'est les partenaires sociaux qui ont repris la main sur ce dispositif. Simplement, les régions auront encore demain capacité à cofinancer des dispositifs d'apprentissage, à cofinancer des centres de formation par apprentissage, CFA, à travers des subventions. Donc à ce titre, elles vont recevoir également une part des contributions par France Compétences. L'État, et notamment l'État Pôle emploi, va recevoir une large part, je l'évoquais tout à l'heure, de la contribution, environ, selon les années, entre 30 et 40% de l'intégralité de la contribution versée par l'ensemble des employeurs de toutes les branches, pour financer les formations des demandeurs d'emploi. C'est ce qui apparaît sous la Marianne. Hein. On n'a pas, voilà, vous voyez République française, c'est là l'État avec son représentant en la matière Pôle emploi. La Caisse des dépôts et consignations, qui, à compter très prochainement, va désormais gérer le CPF classique. On l'a évoqué, une application sera mise en ligne le 21 novembre, a priori, pour permettre à tout individu de consulter ses droits et d'aller chercher les formations qui l'intéressent en mobilisant ces fameux droits et donc en finançant ces formations par ce biais. Et donc le gestionnaire de ce CPF est la Caisse des dépôts et consignations qui va donc recevoir des financements de France Compétences à ce titre. Dernier acteur, les acteurs du Conseil en évolution professionnelle. L'État va accréditer un certain nombre de prestataires qui vont être amenés demain à accompagner les individus dans l'identification de ses besoins et de ses compétences et dans la construction de son parcours professionnel. C'est un service qui sera proposé gratuitement, et donc gratuitement parce que payé par les employeurs à travers leurs contributions, et donc une part de cette contribution sera versée aux opérateurs du CEP par France Compétences. Simplement pour rappel, auparavant et jusqu'au 31 décembre, c'était les OPCA et nouveaux OPCO qui géraient ce service de conseil en évolution professionnelle. Voilà, pour ce schéma un peu barbare, mais qui a le mérite de poser l'écosystème, les acteurs,
et un peu les cheminements et où transitent les fonds et à quoi servent finalement vos contributions formation professionnelle et apprentissage. Donc là, on était sur les acteurs, et là, on va basculer sur une évolution des dispositifs, hein, sur le slide suivant, que tu vas continuer. Alors, pardon, il faut juste que je me remette, il faut que je fasse plusieurs choses en même temps, et je ne sais pas toujours bien le faire. Voilà, l'évolution des dispositifs de formation. Voilà, donc c'est le deuxième gros chantier. On a évoqué donc l'évolution des financements, les rouages, les montants, etc. Désormais, on va s'attacher à préciser l'évolution des dispositifs de formation. Vous voyez en slide les dispositifs qui ont été supprimés depuis maintenant presque un an, la période de professionnalisation et le CIF. Alors, la période de professionnalisation, c'était le dispositif qui était le plus utilisé par les employeurs de notre branche parce que c'était le seul dispositif en alternance pour des salariés en poste. Comme, encore une fois, nous avons une branche avec beaucoup d'emplois d'éducateurs sportifs et une construction de parcours professionnel qui est progressive à travers, par exemple, le CQP qui est le marchepied dans l'entrée dans la filière. Une fois que le salarié d'une structure dispose d'un CQP, bien souvent, il va aller chercher un diplôme de niveau supérieur, un BPGEPS, diplôme mis en place par le ministère des Sports. Une fois qu'il a un BPGEPS, potentiellement, il aura la volonté d'aller chercher un diplôme d'entraîneur DE ou d'entraîneur supérieur DES. Et donc, ce dispositif d'alternance pour les salariés en poste était particulièrement adapté à nos besoins. On va voir que c'est peut-être moins le cas du dispositif, pour le coup, là, qui est tout en bas de la slide, dispositif de promotion en reconversion par alternance PROA, qui est mise en œuvre, mais de façon, on le verra juste après, progressive, et qui va nécessiter, pour pouvoir être efficient, pour les partenaires sociaux, de mener un vrai travail d'identification des besoins, puisque nous aurons pour mission d'identifier les diplômes pour lesquels nous souhaitons rendre éligible ce dispositif. Et on va devoir justifier pour chacun de ces diplômes sur la base de 2 critères. L'activité étant en évolution ou il y a des risques d'obsolescence des compétences dans le cadre de l'activité en question et donc la nécessité de remettre à jour ces compétences à travers ce diplôme et à travers ce dispositif. Vous le savez, dans notre branche, au vu du nombre de disciplines, au vu de l'encadrement pédagogique qui peut être réalisé dans le cadre d'une animation classique pour tout public, mais ou dans le cadre de l'entraînement de public à vocation performance sportive, il existe une multitude de diplômes. Oui. On avait identifié à peu près avec l'État, dans le cadre de travaux menés récemment, environ 1007 diplômes qui permettent d'épouser la profession d'éducateur sportif. Je vous rassure, les 1007 diplômes ne sont plus à l'œuvre, mais pour le coup, environ encore 400 à 500 diplômes sont délivrés, encore une fois, pour pouvoir épouser cette profession d'éducateur sportif, ce qui veut donc dire que pour nos branches, il y a un vrai travail à mener pour inscrire l'ensemble de ces diplômes sur une liste et pour chacun de ces diplômes de justifier en quoi le diplôme doit pouvoir être éligible à PROA. Donc, à date, évidemment, cette liste n'est pas finalisée, ça mérite un vrai travail. On espère pouvoir la finaliser courant 2020. Une fois qu'elle sera finalisée, il faudra qu'elle soit soumise à la DGT, Direction Générale du Travail, pour validation. Ce n'est qu'une fois qu'elle sera validée que le dispositif sera efficient pour les diplômes visés par notre liste. Voilà, j'ai été un peu complet sur ce dispositif, mais c'est important parce qu'encore une fois, dans notre branche, la période de pro était très importante et il est nécessaire que les partenaires sociaux s'emparent du sujet PROA parce que c'est vraiment le dispositif qui peut être important et intéressant demain pour les salariés et les structures de notre branche. Quelques aménagements également de dispositifs. Le contrat de professionnalisation a été légèrement aménagé et adapté. Le compte personnel de formation a été reformaté. On verra, on va l'aborder juste après, il est de plusieurs ordres, je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure, autonome, co-construit ou de transition professionnelle. Le conseil en évolution professionnelle gratuit est aménagé, et surtout aménagé au sens où ce ne sont plus les mêmes acteurs qui vont dispenser cet accompagnement. Et enfin, le plan de formation a été transformé en plan de développement des compétences, plan de formation qui était un dispositif à la main de toutes les structures de moins de 300, plan de développement des compétences qui est à la main uniquement des structures de moins de 50 salariés.
Ah oui, pardon, c'est la petite coquetterie. Et, tu fais un focus. Alors un focus, mais un focus très rapide. L'idée, c'est pas de détailler l'ensemble des dispositifs, évidemment, puisque vous avez encore une fois ces informations sur notre site. Nous avons des fiches pratiques par dispositif. C'est vous donner peut-être les quelques idées fortes de chacun de ces dispositifs. La première, concernant le CPF, c'est la monétarisation du compte. On sait qu'avant, c'était des droits acquis en heures. Désormais, c'est en euros. Et donc, en termes d'alimentation, chaque salarié va acquérir 500 € par an jusqu'à 5 000 € plafond. Ça concerne les salariés à temps plein et ce jusqu'à un mi-temps. Les salariés qui font moins d'un mi-temps en termes de temps de travail, l'alimentation sera calculée au prorata temporis. Les salariés non qualifiés, qui ne disposent pas de diplôme, auront une alimentation plus favorable, 800 € par an jusqu'à un plafond de 8 000 €. Les formations éligibles, toute formation inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. Les certifications inscrites au répertoire spécifique. Alors, au RNCP, on retrouve par exemple, concernant notre branche, nos CQP, les BP, BPGEPS, DE, DES-GEPS. Au répertoire spécifique, ce sont finalement des qualifications qui sont complémentaires à des diplômes existants. L'exemple, c'est le PSC1, qui est nécessaire, qui atteste de la capacité à encadrer en sécurité, ou en tout cas à connaître les gestes de premier secours. Ce PSC1 est inscrit au répertoire spécifique parce qu'il est en complément de diplômes existants et qu'il est obligatoire. Par ailleurs, pourront être financés des bilans de compétences, des accompagnements à la VAE et même, nouveauté, le permis de conduire. J'évoquais les trois types de CPF, autonome, co-construit et de transition professionnelle. En allant très vite, le CPF autonome, il est totalement à la main du salarié qui va mobiliser ses droits acquis pour financer une formation qui l'intéresse en allant chercher sur l'application qui sera mise en ligne le 21 novembre. Le CPF co-construit, c'est selon moi un dispositif intéressant, c'est lorsque un employeur identifie des besoins en compétences et que ces besoins correspondent également aux desiderata, aux volontés du salarié, et auquel cas l'employeur va demander au salarié de mobiliser son CPF, mais va lui proposer, si la formation coûte plus cher que le montant des droits acquis par le salarié, de le cofinancer. D'où le CPF co-construit. Ça répond à un certain nombre de règles que, encore une fois, on ne va pas détailler ici, mais que vous retrouvez sur notre site. Enfin, le CPF de transition professionnelle, qui, on l'a évoqué tout à l'heure, sera géré région par un prestataire commission transition professionnelle. Le salarié va déposer un dossier où il va devoir expliciter son projet de reconversion et, à ce titre, il va bénéficier de la prise en charge des frais pédagogiques, d'une part des frais annexes, pour mener à bien son projet et donc suivre la formation en question. Voilà le petit focus CPF. Je vous propose d'évoquer là également très rapidement le dispositif suivant. J'en profite, Romain, ça te permet de faire une toute petite respiration. On évoque souvent notre site internet, c'est vrai que c'est une façon de communiquer avec vous. Donc, bien sûr, en tant qu'adhérent, vous pouvez vous loguer dessus avec votre numéro d'adhérent. Et j'en profite également pour vous dire que dans notre volonté de vous parler au plus près sur vos préoccupations, on a décidé pour début 2020 de mettre une nouvelle version du site en ligne, qui sera plus interactive, où l'information sera clarifiée, le menu d'ailleurs sera plus simple, et vous pourrez vous faire une espèce de package avec les articles qui vous intéressent et les questions. Ce sera plus facile pour vous, adhérents, de travailler et de discuter avec nous. Là, donc, nouvelle version du site en ligne, normalement, je l'espère, je touche du bois, début 2020. Romain, c'est à nouveau à toi. Oui, donc le plan de développement des compétences, vous l'avez compris, qui est sanctuarisé pour les structures uniquement de moins de 50 salariés. Deux types de formations sont éligibles à ce dispositif. Ce qu'on appelle des formations obligatoires. Alors, elles sont rendues obligatoires par la loi, par un règlement. Un CQP est obligatoire, par exemple, pour pouvoir travailler contre rémunération en tant qu'encadrant sportif. Mais ça concerne également des formations dites non obligatoires. Ce dispositif, finalement, il a vocation à financer des formations plutôt courtes, puisque les formations longues seront plutôt financées par des dispositifs d'alternance, a priori. La formation se déroule normalement hors temps de travail, sauf en cas d'accord d'entreprise ou accord entre l'entreprise et le salarié, et dans la limite de 30 heures par an. Elle peut se dérouler donc dans ce cas-là hors temps de travail. Pardon, coquille, boulette. La formation se déroule pendant le temps de travail, sauf exception accord entreprise-salarié, donc 30 heures par an hors temps de travail possible. Et pour le coup, là, contrairement à ce qui se faisait dans le cadre du plan de formation, il n'y a pas de versement d'une allocation de formation par l'employeur.
3 dispositifs d'alternance, le contrat d'apprentissage, le contrat de pro et le dispositif de promotion ou reconversion par alternance. Le contrat d'apprentissage, on y reviendra un peu plus tard sur la modification globale du système d'apprentissage. Le contrat de pro, on peut en dire 2 mots, mais il est simplement légèrement aménagé puisque désormais, sa durée est allongée à 36 mois au lieu de 24 mois auparavant. Et par ailleurs, il y a une expérimentation qui va permettre d'utiliser le contrat de pro pour des diplômes ou des qualifications qui normalement ne sont pas éligibles, sont éligibles à ce contrat de pro, tout ce qui est inscrit au RNCP. Jusqu'au 31 décembre 2021, c'est une expérimentation qui est proposée. Tout autre type de formation pourrait être proposé dans le cadre de ce contrat, sous réserve d'un accord entre l'employeur, le salarié et l'opérateur de compétences. Et enfin, donc, le dispositif de promotion ou reconversion par alternance que nous allons aborder juste après de façon un peu plus précise, avec d'abord à noter les bénéficiaires qui sont les salariés en CDI ou sur demande du Cosmos, et c'est un amendement qu'on a fait porter par un député dans le cadre des débats parlementaires qui ont abouti à la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, c'est la possibilité également d'utiliser ce dispositif pour des sportifs et entraîneurs professionnels, donc qui disposent d'un CDD spécifique au sens du Code du sport. Le forfait indiqué 9,15 € de prise en charge de l'heure, finalement, alors cette information est à prendre avec des pincettes, c'est amené à évoluer. On parlerait maintenant plutôt d'un plafond global, sans qu'il soit précisé le montant horaire. Donc, sous réserve, cette slide sera modifiée et elle vous sera envoyée, comme vous l'a dit Laurent tout à l'heure, dans ces prochains jours. Les formations éligibles, je l'ai évoqué, ce sont les formations qui seront, en tout cas ce sont les diplômes qui seront identifiés par la branche et qui seront validés par la DGT. Enfin, la formation pourra, dans le cadre de PROA, se dérouler hors temps de travail ou pendant le temps de travail du salarié. Il est important de noter que pour pouvoir mettre en place une PROA, promotion ou reconversion par alternance, il y aura la nécessité d'établir un avenant au contrat de travail. Et cet avenant sera à déposer à l'opérateur de compétences gestionnaire de l'ensemble des dispositifs d'alternance que nous venons de voir, contrat d'apprentissage, contrat de pro et PROA. Je l'ai évoqué, la branche a fait le choix de compléter ces dispositifs légaux par des enveloppes et des dispositifs conventionnels, donc à la main des partenaires sociaux. Donc vous voyez ces différents dispositifs, un catalogue de la branche qui permet, donc l'idée c'est d'avoir des formations clés en main par l'employeur. L'employeur va aller sur le site de l'AFDAS, sur lequel vous retrouvez notre catalogue de formation branche sport, et il va simplement inscrire son salarié ou son dirigeant bénévole employeur. Puisqu'encore une fois, vous voyez juste en dessous, à droite, nous permettons le financement et la formation des dirigeants bénévoles. Dirigeant bénévole s'entend président, trésorier, secrétaire général, et a priori, à court terme, également les membres du conseil d'administration. Ce sont des formations, par contre, qui sont nécessairement en lien avec l'exercice de la mission du dirigeant bénévole. Un trésorier pourra aller suivre une formation en comptabilité, par exemple. Ensuite, à gauche du schéma, les actions individuelles. Alors finalement, c'est tout type d'actions de formation qui sont financées par la branche. Et en l'occurrence, cette enveloppe est ouverte à tout type de structure, quelle que soit leur taille. C'est en ça que c'est un complément aux dispositifs légaux, parce qu'on l'a évoqué, mais je le rappelle. Le plan de développement des compétences n'étant éligible qu'aux structures de moins de 50, nous avons souhaité, nous, proposer des dispositifs qui étaient disponibles pour l'ensemble de nos structures. Donc, cette enveloppe action individuelle permet le financement de formation pour les structures de moins de 50, mais également de plus de 50. Nous avons envisagé un abondement en matière d'alternance et notamment en matière de PROA. Je vous l'ai dit, la prise en charge PROA par les opérateurs de compétences OPCO sera plafonnée. Au vu de la longueur de la formation des diplômes BPGEPS, DE, DES, GEPS, nous avons souhaité, en tant que partenaires sociaux, apporter un complément de financement pour dépasser ces plafonds. Simplement, comme je vous l'ai évoqué juste avant, à date, ce dispositif n'est pas efficient dans la branche puisque nous devons mener la démarche consistant à identifier les diplômes qui seront éligibles. Mais à terme, nous proposerons un complément sur l'alternance et donc sur ce dispositif PROA. Dernière enveloppe proposée par la branche sur notamment cette fin d'année 2019 et sur toute l'année 2019, c'est l'enveloppe action collective. Je suis une tête de réseau, au hasard une fédération, je souhaite proposer une formation clé en main
pour mes organes déconcentrés, ligues régionales, comités départementaux, voire pour des clubs affiliés. Je mets en place une formation. Elle sera clé en main pour les salariés et les dirigeants bénévoles des structures qui les envoient à ma formation, et je serai le gestionnaire global de la formation en question. Donc c'est une enveloppe action collective, des actions de formation, avec au moins 2 structures représentées, en tout cas qui participent à l'action proposée par la tête de réseau, et des groupes de 5 à 25 individus, salariés ou dirigeants bénévoles. J'en profite, Romain, je t'interromps quelques instants pour répondre à une question d'une internaute qui nous demande effectivement si les comités départementaux sont adhérents du fait de l'adhésion de la fédération de handball. Est-ce que les clubs le sont aussi? C'est une faculté. On a mis en place l'année dernière une capacité pour une tête de réseau, en l'occurrence la Fédération française de handball, qui met sur la table un certain montant et qui permet à un certain nombre de clubs qui font partie de son réseau d'adhérer. Et aujourd'hui, je peux vous le dire, on n'est pas au plafond de ce montant-là. Donc, il faut vous manifester et adhérer par le biais de cette possibilité qui est donnée. Donc, vous avez, si vous ne l'êtes pas, toute possibilité encore aujourd'hui d'adhérer en bénéficiant de l'adhésion groupée qui vous est offerte par la Fédération française de handball. Et il y a d'autres fédérations, la liste complète, je ne vais pas vous la faire maintenant, qui ont mis en place ce dispositif pour permettre à leur club d'adhérer et de bénéficier des services du Cosmos. Romain, c'est à nouveau à toi et je passe à la slide suivante. Voilà, la slide suivante porte sur la refonte du système d'apprentissage avec une facilitation finalement du recours à l'apprentissage de 3 ordres en termes administratifs, avec une procédure d'enregistrement des contrats d'apprentissage qui est très simplifiée par rapport à ce que nous connaissions auparavant, simplement un dépôt du contrat auprès de l'opérateur de compétences désormais gestionnaire de l'apprentissage. C'est également une simplification en termes d'aide à l'embauche, parce que les anciennes aides ont été unifiées en une seule aide que vous avez à l'écran, avec un montant, donc ça peut aller sur 3 ans, et vous avez donc les montants pour la première, la deuxième et la troisième année. Attention, c'est pour les structures d'une part de moins de 250 salariés, et d'autre part pour des formations jusqu'au niveau bac. Donc c'est un peu limité. Et enfin, des conditions d'exécution des contrats qui sont assouplies, avec notamment un prolongement de l'apprentissage jusqu'à 30 ans contre 26 auparavant, une rémunération des 16-20 ans augmentée et un régime de rupture des contrats simplifié, ainsi que du temps de travail qui peut être aménagé donc de façon beaucoup moins stricte que ce que nous connaissions auparavant. Voilà, donc une invitation du gouvernement à mobiliser ce dispositif d'apprentissage. Cette modification du système d'apprentissage porte aussi sur les acteurs et notamment sur les CFA, avec un financement qui est rénové. Le financement se fera désormais au contrat. Une grande nouveauté. Voilà, une part de la contribution versée par les employeurs va servir à financer les coûts pédagogiques de la formation suivie dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. On parle donc de financement au contrat. À la marge, il y aura des compléments qui pourront être versés, on l'a vu tout à l'heure, par les subventions régionales et également par le hors-quota. Qu'est-ce que le hors-quota? C'est sur la part globale de la contribution, 13% de la part alternance, donc 13% de 0,68% de la MSB des structures, qui peut être versée directement par l'entreprise au CFA de son choix pour tout ce qui concerne des dépenses de matériel, par exemple. Donc c'est des financements complémentaires, mais le gros du financement vient de l'opérateur de compétences dans le cadre du financement au contrat. Et enfin, à noter la libéralisation finalement du marché des CFA, avec la possibilité de façon beaucoup plus simple désormais pour un organisme de formation de déclarer une activité d'apprentissage et de mettre en place un CFA. À ce titre, nous allons en 2020 proposer une formation Cosmos sur ce sujet. Et d'ailleurs, on voit que certaines fédérations, têtes de réseau, sont déjà dans les starting blocks pour créer leur propre CFA. Je vais pas toutes les citer ici, mais en tout cas, les grandes fédérations qui sont adhérentes chez nous sont venues nous voir et rencontrent aussi les différents acteurs, à commencer par locaux, pour créer leur propre CFA. C'est le cas du tennis, du foot, de l'UCPA, effectivement. En synthèse, en sachant que je vais essayer d'aller encore un peu plus vite, puisque il est déjà 11h48. Oui. En synthèse, les dispositifs de formation et d'apprentissage qui sont mobilisables par l'employeur. On les a évoqués, vous avez une slide récapitulative, mais c'est tout ce qui concerne l'alternance, le CPF co-construit, le plan de développement des compétences pour les structures de moins de 50, et évidemment, tous les dispositifs qu'on vient d'évoquer, qui sont les dispositifs conventionnels. La chance, j'en profite, juste la chance, j'ai rejoint le Cosmos récemment, il y a une petite année, mais il y a un dialogue social très actif
au sein de la branche et on essaye de vraiment coller au plus près de la réalité. L'autre point que je voulais mettre en avant, c'est que vous voyez bien, tout ce que met en avant Romain là, c'est relativement complexe et je le dis moi-même, sachant que j'y travaille au quotidien depuis un peu plus d'un an. Donc, bien sûr, on va vous accompagner, mais les dispositifs vont mettre un certain temps à se mettre en place. Donc, je vous incite encore une fois à revenir vers nous, à consulter notre site et à vous inscrire dans les formations. Et on essaiera au plus près, dans la région, de continuer à vous apporter l'information. Voilà, et le quatrième grand pilier de cette révolution finalement de la formation professionnelle et de l'apprentissage, c'est le système de gouvernance qui est repensé et la mise en place de nouveaux acteurs. Et en premier lieu, France Compétences, donc, qui est une agence nationale de régulation de la formation, qui remplace, je vais pas, vous avez les termes barbares qui vous sont proposés, je vais pas revenir sur les missions anciennes de chacune de ces instances, mais donc 4 instances, FPSPP, Copanef, CNCP et CNEFOP, qui sont réunies finalement maintenant en termes de mission au sein de France Compétences. France Compétences va, comme on l'a vu tout à l'heure, assurer la péréquation des fonds de l'alternance auprès des OPCO et des régions, va répartir les fonds de la formation professionnelle entre les différents financeurs, on l'a vu au début de notre présentation, va réguler le prix des formations, notamment les coûts contrats des formations en alternance et notamment en apprentissage, va par ailleurs mettre en place toute la démarche qualité, et on fera un tout petit focus pour terminer cette présentation. C'est une vraie nouveauté aussi. C'est important, aussi, effectivement, puisque les critères qualité sont renforcés, et tout organisme de formation ou CFA qui souhaitera bénéficier de financement demain, et quand je dis demain, c'est au 1er janvier 2021, devra être labellisé qualité par un prestataire qui aura été mis en place sur la base des règles et des critères proposés par France Compétences. Donc ça, c'est dans 1 an. Ça, c'est dans 1 an. Et là encore, nous allons proposer, Cosmos, une formation spécifique sur le sujet dans le courant de l'année 2020. Enfin, la France Compétences va établir le répertoire national des certifications professionnelles et le répertoire spécifique, c'est-à-dire qu'il va réguler la création et le renouvellement des diplômes. Donc, c'est un acteur qui sera en lien régulier avec la branche, notamment dans le cadre de la création et du renouvellement des CQP. Deuxième nouvel acteur, l'opérateur de compétences qui prend la place donc, des anciens OPCA et anciens OCTA qui sont donc réunis au sein du même acteur opérateur de compétences pour la branche du sport, l'AFDAS. Ses principales missions concernent le financement du plan de développement des compétences, tout ce qui concerne le financement des dispositifs d'alternance, la gestion des fonds conventionnels. C'est en ça que l'opérateur de compétences sera vraiment un interlocuteur privilégié de l'ensemble des structures de la branche, mais il a également vocation à appuyer les entreprises dans l'élaboration de leur démarche formation, de leur démarche RH, digitalisation, RSE, puisque l'AFDAS, pour le coup, donc notre opérateur de compétences depuis le 1er avril 2019, propose, à compter de début 2020 pour nos structures du sport, des accompagnements clés en main sur ces différents aspects, RH, RSE, digitalisation. Nous allons mettre sur notre site Cosmos, dès que les flyers seront terminés, l'information, mais sachez que voilà, c'est un accompagnement assez fort, gratuit pour nos structures, sur 5 jours, avec un diagnostic, un accompagnement et un bilan, sur l'un de ces 3 aspects, RH, RSE, digitalisation. Donc, en tout cas, cette vocation qu'ont les opérateurs de compétences, et notamment l'AFDAS, d'accompagner les entreprises. 2 mots juste, Romain, sur le changement. Vous vous doutez bien, Romain a été très précis. On a ce nouvel OPCO, AFDAS. Donc tout ne va... En même temps, on change la loi et en même temps, on change le principal vecteur qui nous accompagne. Donc évidemment, les choses vont pas être simples. Vous en doutez bien, Romain vous parle du 1er avril 2019. Jusqu'au 29 mars, c'est-à-dire quelques jours avant, on n'avait pas officiellement la désignation de l'OPCO. Donc tout ça a été reconfiguré. Et donc les 23 000 structures dont on vous a parlé tout à l'heure, il faut en quelques mois là, couper les tuyaux qui nous liaient à Uniformation et maintenant les rebrancher sur l'AFDAS qui doit se reconfigurer, s'organiser, qui en plus accueille d'autres branches professionnelles, du tourisme notamment. Alors il y a les télécoms, un certain nombre de choses, les casinos aussi. Donc il faut un petit peu de temps. On a bien conscience qu'il y a parfois un certain nombre de difficultés et juste que vous sachiez, on y travaille quasiment au quotidien avec les équipes de l'AFDAS, que ce soit avec le siège parisien, mais également avec la délégation qui s'occupe de tous les territoires pour vous mettre en face des interfaces pertinentes. Mais il va falloir effectivement un petit peu de temps pour que tout ceci se mette en place et on y est en tout cas, Romain et moi et tous les collègues du Cosmos, très vigilants.
Voilà, on a balayé les quatre grands piliers On va terminer. du changement et je vous propose de terminer sur un tout petit focus très rapide sur la question de la qualité de la formation. On vient de l'évoquer, au 1er janvier 2021, pour qu'un OF, pour qu'un CFA puisse bénéficier de financement, que ce soit de l'opérateur de compétences, de l'État s'il forme des demandeurs d'emploi, ou de tout autre acteur financeur de la formation, il devra être labellisé qualité. Ça veut dire qu'il y a des démarches à mener, un certain nombre de critères qui ont été posés par décret qu'il faudra respecter pour pouvoir être labellisé. Comment ça se passe? C'est un peu différent de ce qu'on a connu auparavant avec le Datadoc, avec 21 critères, et c'était surtout du déclaratif. La structure OF devait déposer un certain nombre de pièces pour attester qu'elle respectait finalement les différents indicateurs liés aux 21 critères. Là, la démarche est un peu différente puisque c'est finalement une sorte d'audit avec un prestataire. Les prestataires sont en cours d'habilitation par l'État qui va venir voir sur place, sur pièce, effectivement, si vous respectez tous les critères qui ont été posés par le décret. Je vous rassure, il n'y a rien de révolutionnaire par rapport à Datadoc. On avait 21 critères, on en a quelques-uns supplémentaires. Mais finalement, un OF qui respectait les 21 critères du Datadoc, a priori, il n'a pas non plus une démarche démesurée à mener pour être dans les clous de ces nouvelles exigences. Mais en tout cas, il est important de noter qu'il faut commencer déjà la démarche de, en tout cas, s'intéresser à ces critères, vérifier en quoi on y répond ou qu'est-ce qu'il faut que je fasse évoluer dans ma démarche pour y répondre, pour pouvoir, en courant 2020, se faire auditer par un prestataire et être prêt dès 1er janvier 2021 à accueillir des personnes en formation ou en apprentissage en bénéficiant de financement ad hoc. Encore une fois, nous reviendrons de façon beaucoup plus détaillée sur cet aspect des choses dans le cadre d'une formation Cosmos qui sera proposée en 2020. La date n'est pas encore arrêtée aujourd'hui, mais notre catalogue de formation Cosmos, évidemment, est en ligne et sera actualisé une fois que toutes les dates seront définies. C'est ce que je voulais dire, effectivement, le catalogue est en ligne. Voilà, alors là, finalement, je ne vais pas recommenter cette slide qui reprend finalement un peu tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant, mais c'est important d'avoir le calendrier global de la réforme. Vous voyez en tout cas que les choses se sont faites de façon progressive, que toutes les règles ne sont pas encore connues, que des décrets continuent à sortir, qu'on doit, en tant que partenaires sociaux, s'adapter et nous aussi être en veille constante sur les évolutions pour pouvoir nous adapter nos règles spécifiques et être toujours là en appui et en complément finalement des règles légales posées par l'État. Et donc c'est important que vous puissiez, comme on va vous envoyer le support, avoir une vision globale des principales évolutions finalement sur ces 2 dernières années, en tout cas sur cette dernière année 2019. Vous voyez la dernière date, janvier 2021 ou 2022, c'est les collectes contributions par les URSSAF. On aurait presque pu rajouter ou 2023. Oui, ou 2023. Ouais. Voilà. Merci Romain. Merci. Je pense que tu t'es sur un exercice complexe, une réforme qui démarre, quasi révolution. Quelques mots encore pour conclure avant de vous laisser revivre le cours de votre vie professionnelle. Remercier Quorum. Qui nous accueille pour ce webinaire, et je pense qu'il en appellera d'autres. Vous avez devant vous l'adresse du Cosmos, ça me permet de vous dire qu'elle va changer. La permanence juridique, vous pouvez appeler nos juristes tous les jours de 9h30 à 12h30. Vous avez le site internet qui est en ligne, et je vous le redis, début 2020, sa home et la navigation vont changer pour être au plus près et pour être un peu plus consumer friendly, pour cet anglicisme. Je voulais remercier Romain. Je le fais aussi, qui parmi tant d'autres choses aujourd'hui a été un présentateur brillant de la réforme de la formation professionnelle. Rendez-vous à Lille prochainement pour la tournée des régions et on ira vous revoir l'année prochaine. 2 mots encore, AG du 4 décembre, AG importante parce que c'est une AG élective et sur les chantiers qui nous attendent pour les 4 ans à venir, donc je vous incite à vous mobiliser. Il y a beaucoup de candidats pour notre conseil d'administration, donc l'Assemblée générale a lieu à partir de 9h à la Maison du Sport Français, avenue Pierre de Coubertin. Et puis enfin, 2 derniers points sur notre déménagement. Donc le Cosmos va déménager, prendre des nouveaux locaux qui seront à 800 mètres
être, pour ceux qui connaissent, celles et ceux qui connaissent, de l'endroit actuel à Arcueil, au 2137 rue de Stalingrad, 94 110 Arcueil. Le déménagement aura lieu du 9 au 13 décembre. Donc, il se peut qu'à ce moment-là, le service et la permanence juridique va être perturbés. On va fermer cette semaine-là pour permettre le transfert des bases de données informatiques, des mobiliers, tout ça. Et on devrait rouvrir, toutes choses égales par ailleurs, le 16 décembre pour vous accompagner encore et pour être au service de nos adhérents que vous êtes. Merci, Merci à toutes et à tous, et puis à très bientôt.